Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakandasena Moka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts des entrevues avec une Viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakandasena Moka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec notre amie Ilielena, ici présente, fidèle au poste comme d'habitude. Et peut-être comme vous avez l'occasion de vous en rendre compte à l'écoute, nous avons un problème technique quand même relativement conséquent. Nous avons dû changer de système audio dans l'urgence. Enfin bref, c'est un petit peu le chaos ici, hein, avec du matériel. Voilà. Et voilà, il se trouve que notre matériel de prise de son est un petit peu en rade, de manière tout à fait inattendue. Enfin, bon. Je voudrais pas jouer les rabat-choix, mais je vous avais averti quand même qu'il y avait un gros risque pour votre matériel de prise de son, hein, quand même. Bonjour Ilielena. oui, je sais bien, oui, c'est vrai que vous m'aviez, vous aviez annoncé la couleur, hein. Bon, enfin, il y a de ça un moment quand même, hein, c'est peut-être pas corrélé non plus. Je n'ai jamais dit que ce serait immédiat. Il peut y avoir, il pourra un délai quand même assez important jusqu'à la destruction du matériel. Hein. Si, on est potentiellement dans les temps. J'ai pas dit que c'était forcément lié à ça, mais ça peut franchement. Donc, je suis vraiment désolé, hein. C'est pas faute de vous avoir prévenu, hein. Vous vouliez une chanson, vous l'avez eu, mais enfin, c'est un peu cher payé, je trouve. Bah écoutez, on fera contre mauvaise fortune bon cœur et on verra bien comment ça va sortir. Hein. Enfin, en attendant que nous puissions réparer tout ça ou acquérir du nouveau matériel, eh bien, j'espère que nos auditeurs nous pardonneront la piètre qualité de la prise de son d'aujourd'hui, au vu de la situation. Enfin, sinon, comment est-ce que vous allez, Ilielena ? Je vois que, alors par contre, je note que pour la toute première fois, vous vous présentez ici en uniforme. Alors là, nom d'un chien, ça fait la différence quand même. Ah oui, vous avez remarqué ? Uniforme entièrement noir, c'est assez difficile de passer à côté quand même. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai, oui. Obligatoirement. Et vous avez remarqué quoi d'autre ? Vous avez refait votre queue de cheval. Ce n'est pas une queue de cheval, c'est une tresse. Regardez. Une tresse avec un ruban blanc. Mais c'est pas possible. Vous êtes passé général? Non, mais sérieux, vous êtes général? Général Ilielena? Pas tout à fait, je suis vice-général. Mais bon, oui, effectivement, bonne promotion. Ah bah ça a l'air de vous faire plaisir en tout cas. Ce qui me fait plaisir en tout cas, c'est que les responsabilités changent et c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus intéressant en tout cas. J'ai intégré l'unité de commandement de la section opérationnelle stratégie tactique de l'état-major de transition. Eh ben dites donc, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations. Chapeau, hein. Moi je suis absolument convaincu que vous le méritez. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Sinon, vous allez bien, malgré les déboires techniques? Oh, moi ça va, hein, pas de problème. Et vous allez bien? Ah, moi je vais très bien, je vous remercie. Eh ben tant mieux, c'est le principal. Eh bien, on va essayer d'avancer dans cet enregistrement et puis on verra bien comment ça va se passer. Ça va donner un gros travail de post-production parce qu'il va falloir essayer d'améliorer autant que possible le son qui est vraiment pas terrible. Enfin bon, on verra bien ce que ça va donner et nous verrons bien si jusqu'à rétablissement de la situation, nous ferons d'autres vidéos podcasts. Ce sera peut-être mis en pause pendant un petit moment, peut-être, je ne sais pas. Hein. Ou alors ce sera mis en pause définitivement si la situation change de manière absolument conséquente. On en est vraiment pas loin. Bon bah allez, on le fait, et puis on verra bien, au fur et à mesure, on verra bien ce qu'il en sera au moment où ça arrivera, si ça y est quelque chose arrive. Hein. En attendant, on fait comme si de rien n'était, on continue sur notre lancée, nous sommes là réunis, et bien, donc on avance, on y va. Vous êtes prête? On peut y aller? Je suis prête, on peut se lancer. Eh ben parfait, alors on se lance. Alors, première question de Carmen de Namur. Bonjour Carmen. Ça me fait toujours rire. Bonjour Carmen. Alors, Carmen nous dit ceci aujourd'hui. Bonjour à vous deux avec des paillettes de bonheur. C'est bien ça. J'ai une question au sujet des humains. Les humains. Hein?
bon, qui se disent venir de la planète des Zoomites. Je les suis sur Internet depuis avant 2016 et ils prétendaient qu'en 2021-22, nous allions subir un effondrement global, une nuit noire d'âme de la Terre, par un bouleversement économique mondial d'une ampleur à modifier la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela sera nécessaire à notre continuité. Bref, ce sont apparemment des entités scientifiques qui observent, nous guident au travers de questions-réponses sur bon nombre de sujets, société, astronomie, etc. Que pouvons-nous en penser? S'agit-il d'une manipulation de l'ennemi? Ah, vous les connaissez, les humains? Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'ils sont là et je les connais, j'en ai entendu parler pas mal à une certaine époque. Ils font partie des gens qui sont ici en pleine possession de leur capacité. Ils ne sont pas agressifs. Ils sont même relativement sympathiques, on va dire. Ils essayent de donner un petit coup de main. Bon, ça va. Ça va. Mais oui, effectivement, non, c'est une véritable, c'est une information fiable en l'occurrence. C'est vrai que ils ont raison, hein. 2021-22, forcément, on est pile dedans. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas tellement plus à en dire, mais, non, ils sont fiables. Leurs informations, en principe, sont fiables. Autant qu'ils le peuvent, ils n'essaient pas de manipuler les gens, ils n'essaient pas de mentir, ils sont honnêtes dans ce qu'ils font, effectivement. Ah oui, tiens donc, bah, c'est assez étonnant quand même, c'est les zooms. Ben voilà, Carmen, vous avez votre réponse, c'est fiable. Deuxième question de sa part, donc même question au sujet du mouvement Alatra. Voilà. A-L-A-T-R-A. Où l'on y voit une femme reptilienne cligner des yeux devant la caméra. Ils disent être bienveillants et possèdent aussi une sorte de manuel comportemental et de valeurs sacrées que l'humanité devrait, disent-ils, s'inspirer. Enfin, dont l'humanité devrait s'inspirer. Étrange tout cela, que pouvons-nous en penser? Pouvons-nous nous y fier et écouter leurs enseignements? Elle précise l'adresse, https, ouais, voilà, alatra.org/fr, a2latra.org/fr. Vous connaissez Alatra? Oui, je connais. Alors ça, par contre, en revanche, c'est complètement ennemi. C'est une organisation complètement délirante. Alors, je ne dis pas que il n'y a pas de reptiliens chez eux. Je dis pas que non, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est une organisation absolument ennemie. Écoutez, les amis, je vous ai déjà dit, c'est tout simple. À partir du moment où une organisation comme ça et un rayonnement mondial, qu'ils sont riches à millions, qui peuvent se permettre n'importe quoi, à minima, ils ont l'aval de l'ennemi pour avoir cet argent-là, sinon l'ennemi ne le leur laissait pas, de toute façon, en disposer. Et dans le pire des cas, eh bien, c'est une organisation ennemie, là, en l'occurrence, a été montée de leur part, de toutes pièces. Donc franchement, vous pouvez, si ma réponse vous intéresse, vous pouvez franchement mettre ça à la poubelle et ne plus en parler. Il n'y a absolument rien à tirer de ça. Pas grand chose, vraiment c'est trop insignifiant pour faire le filtre, et encore, faut savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas dans leur bazar. Non, c'est pas fiable et c'est malsain. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, je connaissais pas du tout. Bah voilà. Bah comme ça on le saura. Voilà Carmen, eh bien, qui nous donne un petit, une remarque additionnelle. Infiniment merci pour votre présence. 3 points d'exclamation. Merci à vous, Carmen. Je n'irai pas jusqu'à dire avec plaisir, mais en tout cas avec satisfaction, avec bonheur et amour force pour l'humanité. Ça oui. Eh bien, n'est-ce pas là l'essentiel? Allez, on passe à l'intervenant suivant, anonyme en l'occurrence. Bonjour, dans une de vos vidéos, vous avez parlé de certaines consciences ou présences, une avait été placée dans un galet, qui peuvent aider à dépolluer un lieu au niveau électromagnétique. Pensez-vous que les personnes qui souffrent d'électrosensibilité pourraient recevoir ou leur demander leur aide? Quel conseil pourriez-vous donner à une personne électrosensible? Merci d'avance pour votre réponse. Il y a quand même pas mal de gens dans ce cas-là, mine de rien. Ça, c'est pas tellement évident parce que on peut pas tellement faire grand-chose contre l'électrosensibilité. Alors effectivement, si en fait, ce sont des intelligences qui étaient enchâssées dans des galets de verre réinformés avec leur
ancrage leur identité et la possibilité donc de défaire des radiations négatives, notamment électromagnétiques, mais pas uniquement. C'est vrai que avoir ça chez soi, c'est quand même c'est extrêmement précieux. Là, en l'occurrence, on pourrait vous en procurer, mais logistiquement, ça me paraît extrêmement difficile à l'heure actuelle. Les appeler à distance comme ça, il faudrait que je vous communique le nom en rapport, le protocole d'appel, c'est très très délicat de faire ça. Donc là, je pense pas. Le problème, c'est que la seule chose qui conviendra de faire dans le paradigme suivant, ce qui sera fait de toute manière, ça a déjà été pensé en amont, ça, c'est de faire en sorte de gainer tout le système électrique, le blinder, en fait, de manière à ce qu'il n'y ait aucune rayonnement d'émissions électromagnétiques, de manière à ne pas affecter le champ vital du vivant, tu vois, les animaux, les végétaux. Les minéraux peuvent être affectés aussi, et l'humain bien évidemment. Donc, ça, de toute façon, c'est quelque chose qui sera le plus vite possible généralisé dans le monde d'après. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que ces galets-là pourraient aider. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vous dis, logistiquement, c'est quasi impossible de faire en sorte qu'il puisse y avoir une distribution de cette affaire-là. Bon, évidemment, il s'agira pas d'un acte commercial. Hein, ça, c'est le genre de choses il est hors de question de faire payer le bien-être des gens. Mais même d'un point de vue purement pratique, c'est quand même très difficile. Je suis désolée, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... qu'il y ait une vraie solution à proposer pour l'instant. C'est vrai que j'ai vu personnellement fonctionner ce matériel, on va dire entre guillemets. Bon, ce sont quand même des consciences et des intelligences, donc bon, ils méritent un peu plus de respect que de se faire traiter de matériel. Moi, peu importe, disons. C'est vrai que les gens ne se font pas une idée facilement fiable de ce que ça peut représenter. Visiblement, il ne s'agit que d'un galet de verre. Hein, bon. Mais cette expérience a été menée in vivo dans l'appartement d'un couple qui était relativement pollué dû à un téléphone, par exemple, qui émettait des vibrations quand même relativement conséquentes en termes de pollution électromagnétique donc. Et en 2 heures de temps, en disposant 3-4 galets partout, c'était absolument nickel. Ça a été mesuré avec du matériel de l'armée, je me souviens plus exactement de quoi il s'agissait, mais enfin la fiabilité militaire. Et je vous dis, en 2 heures, c'était absolument sain, propre. Hein. Donc il a fallu au moins 2 heures pour débarrasser tout ça. On a enlevé les galets, on a refait les tests, hein, et bien la pollution est revenue. Donc finalement, on est parti en leur laissant les galets de manière à ce qu'ils puissent vivre dans un environnement sain. C'est très impressionnant hein, comme système. Donc ça pourra se généraliser après, je pense, sans problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais. Enfin, si Ileana vous dit que c'est pas tellement possible, c'est que malheureusement c'est pas tellement possible. Enfin, ça viendra vite. Les progrès se font sentir, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'en termes d'action, c'est vraiment très puissant. Ça n'a jamais dépassé le stade expérimental, mais bon, l'expérience, comme il l'a dit, a été menée quand même dans un environnement réel, et les résultats ont été absolument extraordinaires. À la très grande surprise de la personne qui prenait les mesures, qui était censée être convaincue de l'action en rapport, et qui, malgré tout, en était surpris. Donc là, c'est vrai que... Non, il y aura des solutions, mais pour l'instant, c'est difficile. Je suppose, entre autres, parce qu'on est en pleine période de transition. Ça n'aide pas. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est la raison principale, c'est vrai. Effectivement. Bon, ok pour ça. Alors, la même personne nous pose une deuxième question. Pourriez-vous nous parler des crânes de cristal ou autres minéraux? C'est vaste, hein. Quel sera leur rôle dans le nouveau paradigme? Seront-ils plus connus et présents? Est-ce que chacun deviendra gardien de l'un d'eux ou plus? Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je peux vous parler des crânes de cristal rapidement. Des autres minéraux, c'est quand même extrêmement vaste. Hein. Il y en a des autres minéraux. Encore, le crâne de cristal, c'est différent. C'est une manufacture qui date il y a très, mais vraiment très longtemps. Et ce sont des unités de mémoire de masse. C'est-à-dire que ça a enregistré des faits, des connaissances, etc., à l'intérieur du cristal,
Il faut simplement avoir le bon code et le bon matériel pour extraire l'information. On peut pas y aller comme ça. Pour limite une conscience, connaissant les structures de l'enregistrement d'informations, pourrait s'infiltrer à l'intérieur du crâne et décoder, parce que c'est évidemment codé, extraire en tout cas l'information et tenter de le décoder ensuite. Ça pourrait. Alors, on a une idée de ce que ça représente, mais on n'est pas allé si loin dans l'investigation parce que ça n'avait pas vraiment une énorme valeur pour nous en tout cas. On sait juste que ce sont des informations liées à une période très légèrement postérieure à l'âge de cuivre, donc qui doit dater d'à peu près 35-36 000 ans. Et les crânes en question sont extrêmement résistants. Hein. C'est pas du verre, c'est pas du cristal de roche non plus. C'est vraiment une structure cristalline qui est très proche de l'état naturel, mais qui a été manufacturée par une technologie qui dépasse l'entendement aujourd'hui hein, pour les scientifiques. Donc à la limite, peut-être un jour ça livrera son secret, mais le jour où ce secret sera livré à l'humanité, elle n'aura plus guère d'intérêt que culturel, on va dire, hein, ou cognitif comme ça. Sans plus, ça changera pas grand-chose au niveau pratique. Maintenant, les autres minéraux, comment voulez-vous que je vous parle des autres minéraux? Il y a des milliards de minéraux différents. Bon, la géologie n'en catégorise pas autant, bien évidemment, mais il y a des subdivisions et des subtilités qui ne sont pas prises en compte par la science et qui représentent quand même des différences majeures entre un élément minéral et un autre qui, officiellement, est censé être le même. Mais bon, le rôle, il pourrait avoir des rôles multiples, des rôles énergétiques. Par exemple, le lapis lazuli était exploité en âge de cuivre en Atlantide en tant que élément fournissant une énergie extrêmement puissante. Bon, ici c'est ça, ailleurs c'est autre chose. Mais chaque monde a un minéral particulier à partir duquel l'extraction d'énergie est possible. Bon, avec les connaissances qui sont celles de l'humanité aujourd'hui, qui sont pas disponibles à tout le monde, mais qui existent, que l'ennemi détenait et que nous allons pouvoir divulguer une fois que tout sera terminé et que la civilisation sera passée dans le paradigme suivant. Ces connaissances-là rassemblent suffisamment d'informations intéressantes et exploitables immédiatement pour qu'on n'ait pas besoin d'exploiter du minéral. Le minéral, je le répète, c'est une conscience propre, une conscience autonome, et il est hors de question de mettre un support de conscience en esclavage pour permettre à l'humanité d'en retirer un bénéfice. Ça, c'est hors de question. Il y a suffisamment de techniques et de technologie accessible, comme je l'ai dit, pour pouvoir retirer de la nature au sens large de l'élément éther qui nous entoure, du rayonnement cosmique dans lequel la planète est plongée en permanence, comme l'a démontré Tesla à l'époque, pour obtenir une énergie quasiment illimitée, infinie, et sans stresser quelque règne de la nature que ce soit. Donc c'est dans ce sens-là que ça évoluera, disons, au niveau exploitation énergétique. Maintenant, bon, c'est vrai que chaque minéral a sa caractéristique, une possibilité caractéristique thérapeutique. Il y a d'autres caractéristiques, entre guillemets, magiques, j'emploie le terme, grand mot. Mais en fait, bon, voilà, il y a énormément de choses. On peut pas tout catégoriser comme ça, c'est pas possible. Mais oui, disons que le minéral représente une source absolument extraordinaire de possibilités, d'interaction bénéfique avec l'humanité. La seule chose, c'est que on ne permettra plus que des veines minières de la Terre soient absolument pillées dans un but mercantile ou non. De toute façon, les gens qui seront autorisés à excaver des minéraux auront une licence en rapport suite à un examen de leur demande où nous serons absolument certaines de la probité de cœur et d'esprit de la personne qui fera ça dans un respect absolument fondamental des règles de la nature, en l'occurrence des minéraux. Donc, vous voyez, ce sera quand même très 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 différent. Et au fur et à mesure, bon, la connaissance en rapport avec les minéraux se fera, elle se généralisera, elle sera amplifiée également, puisque forcément il y a des études qui seront faites, des gens qui chercheront à essayer d'en comprendre davantage. Bon, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais
là, comme ça, maintenant, dire quel sera le rôle d'un nouveau paradigme des autres minéraux, de tous les minéraux, c'est impossible, c'est beaucoup trop vaste. Enfin, voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. On va approcher une réponse à votre question. C'est vrai que c'est quand même vaste de chez vaste, hein, comme question. Alors la personne nous dit un grand merci à vous, mais il n'y a pas de quoi, c'est tout à fait, c'est avec plaisir. Voilà. Alors, intervenant suivant, anonyme encore. Bonjour, vous avez dit dans une de vos vidéos que le livre Le Code Sophia était une récupération de l'ennemi. Quel est alors le degré de sincérité de son auteur? Est-elle consciemment à la solde de l'ennemi ou bien se trompe-t-elle sincèrement en quelque sorte? Que pensez-vous en général de certaines écoles, formations ou ateliers actuels sur le féminin sacré? En existe-t-il qui sont utiles et vraiment alignés entre guillemets? En ce qui concerne le Code Sophia, c'est un peu comme une grande majorité de médiums qui captent des réalités, des messages, des vérités, des divulgations, des déclarations, des mises en garde, enfin tout ce qu'on veut. Alors forcément, le médium, à la limite, si honnête soit-il, à partir du moment où le message à l'origine qui est perçu est émis par quelqu'un qui ne l'est pas, le médium a priori n'a pas forcément, il y aurait moyen, enfin il n'a pas forcément a priori la capacité de discerner entre le vrai et le faux. Il perçoit, il s'imagine que c'est vrai, je perçois donc je suis, ouais, c'est un peu ça. Donc non, l'auteur du Code Sophia n'est pas malhonnête, elle croyait en ce qu'elle faisait, c'est pas forcément faux, mais c'est pas exact non plus. C'est vrai qu'il y a une grosse manipulation derrière. C'est pour ça que je dis toujours que l'ennemi mélange toujours vérité et mensonge, de manière à pouvoir s'appuyer sur des éléments de vérité, ce qui fera en déduire aux gens qui prennent connaissance et conscience de ça que le reste est vrai aussi. Alors que c'est une manœuvre absolument classique de l'ennemi qui s'est déclinée en de toutes les manières possibles et imaginables. Donc non, son auteur était relativement sincère. Je ne dis pas qu'elle aurait peut-être pas pu éventuellement prendre conscience que quelque chose n'allait pas, mais bon, porté par l'enthousiasme, voilà, elle s'est laissée emporter par l'erreur. À la limite, c'est pas bien grave, hein. Mais c'est vrai que l'erreur sincère, effectivement, est toujours permise. On est très indulgents avec les gens qui font sincèrement des erreurs en ne sachant pas ce qu'il en est, croyant vraiment, voilà. Bon, il faut renforcer le discernement et la vigilance. Ça c'est absolument certain. Mais bon, ça prémunit pas non plus contre les risques. Et là, on était quand même quelque part avec un héritage d'âge de fer très puissant. On peut difficilement demander l'impossible aux gens. Bon, voilà. Maintenant, pour ce qui est des écoles, ateliers, etc. concernant le féminin sacré. C'est vrai que le féminin sacré est extrêmement à la mode en ce moment. Les gens ont surfé sur la vague, hein, l'émergence, la réémergence de cette énergie-là s'étant manifestée quasiment d'un coup à partir d'un moment. Forcément, les gens les plus sensitifs l'ont ressenti et l'ont capté et se sont dit il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose se manifeste, il se passe quelque chose. Alors je parle même pas des gens qui essayent de détourner ça à leur profit, d'en faire quelque chose de malhonnête. Je parle vraiment des gens qui essayent de faire ça honnêtement. Le problème, c'est que le féminin sacré est extrêmement, fondamentalement lié au nouveau paradigme. Et malheureusement, à partir du moment où on se réfère à l'ancien paradigme pour estimer la valeur de quelque chose qui est profondément lié au paradigme suivant, forcément on se trompe. On se trompe là aussi peut-être sincèrement, à la limite c'est pas grave de leur part. Je parle vraiment des gens honnêtes, hein, parce qu'ils ne le sont pas tous, hein, loin de là. Mais à partir du moment où quelqu'un essaye vraiment d'exploiter quelque chose qui lui paraît important et ça, bon, ça passe, mais aligné, non, de fait, non, obligatoirement pas. Non, obligatoirement pas. Les seules références, elles sont du paradigme antérieur. On peut pas avec ça calibrer exactement la connaissance qui vient. En partant par là, on peut dire aussi que les fiches procèdent absolument directement de cette montée d'énergie du féminin. Ça c'est clair. Hein. Mais personne ne peut, a priori, si on donne pas toutes les explications en rapport, et encore, déterminer ce qui est véritablement une fiche. Les gens passent à côté parce qu'ils n'ont pas la référence. Ils n'ont pas la référence cognitive qui leur permette de comprendre exactement ce dont il s'agit. Ça se fera après.
Alors bon, en attendant, ces ateliers sont pas mal parce que ça permet, ça permet aux gens qui sont sensibles à ça bah, d'entrer dans l'expérience, de prendre connaissance de cette nouvelle montée d'énergie et de l'importance du retour du féminin. La seule chose qui est à craindre, c'est que ils apprennent ça et ils se disent c'est la vérité absolue, et on n'en sort plus, et quiconque viendra dire le contraire à partir de maintenant, eh bien, sera considéré comme un ennemi. Ça arrive souvent chez les gens. Ils découvrent un truc, ils vont plus fort ailleurs, ils s'arrêtent, c'est terminé, c'est ça, et c'est plus rien d'autre, et voilà. Bon, ça, c'est dommage, parce que il y a toujours à apprendre davantage et à comprendre mieux sous des angles différents, etc. Mais bon, sinon, c'est pas mal parce que ça témoigne de quelque chose qui est véritablement actuel. Maintenant, vraiment aligné, forcément pas. C'est pas de leur faute, mais ça leur est impossible. Je pense qu'il y a des gens qui perdureront dans cette voie-là, dans le nouveau paradigme, mais avec un meilleur positionnement, puis une connaissance actualisée pour le coup. Là, pour l'instant, ils n'ont pas l'information, ils peuvent difficilement l'inventer. Il y a des gens qui seraient susceptibles, de très bons médiums, qui seraient susceptibles de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Mais encore une fois, le mental va refuser parce que le mental est fondé sur un paradigme qui n'a rien à voir avec celui-là, et il va lui-même automatiquement corriger. Bon, c'est des bêtises, c'est certainement pas ça, ça va être autre chose. Et puis, en définitive, la personne aura reçu la bonne information, il aura interprété de manière erronée. Ça arrive tout le temps, donc, bah, tant pis, ce sera rectifié après. Par contre, les gens qui voudraient continuer à être malhonnêtes avec cette histoire-là, ou qui refuseraient de se mettre à jour, là, eux, ils risquent de s'en prendre une quand même, parce que forcément, les énergies, c'est cette caractéristique typique du paradigme, ne se laissera pas faire, ne se laissera pas abuser. Donc les gens qui refuseront de s'aligner vraiment sur ce dont il s'agit, se prendront la force du paradigme en pleine face. Hein. Pour certains, ça risque de faire mal quand même. C'est toujours des irréductibles qui refusent de s'adapter. Ils refusent. Ils ont une bonne aubaine, une bonne opportunité, ils l'exploitent. Déjà exploiter, c'est un mot qui est moche comme tout. C'est vraiment, ça fait vraiment la mise en esclavage, quoi. Et quelque part, c'est un peu ça. Bon, il n'y a pas d'intelligence derrière qui soit susceptible d'être mise en esclavage, heureusement. Ce temps-là est vraiment définitivement terminé. Mais en attendant, bon, surfer sur la vague, c'est bien. Mais essayer de l'exploiter à son profit personnel et éventuellement susciter le marché en faisant en sorte que les gens deviennent dépendants quelque part de ça, là forcément ce sera réprimé de manière violente. Ça clairement. Mais sinon, bon, voilà. C'est pas mal, mais vraiment aligné, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, alors ce n'est pas parce que parce que ce n'est pas possible ou parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas, on ne sait pas qu'on n'est pas dans les clous. Mais admettons, eh bien, bah au moins finalement, ils auront essayé, honnêtement. Oui, à partir du moment où c'est honnête, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas aligné quand même, malheureusement. Mais bon, c'est mieux que rien, disons. C'est mieux que rien. Bon, ben voilà, c'est bien. Donc deuxième question de la même personne, qu'en sera-t-il dans le nouveau paradigme pour les gens qui ont une addiction au tabac, à l'alcool, au cannabis? Auriez-vous un conseil, une aide à leur donner? Alors là, on en a parlé déjà de Oui, ça. on a déjà parlé. J'ai répondu à cette question-là. Hein. Mais de toute façon, la seule chose qu'il faudra faire, c'est se sevrer, se passer de ça. Hein. Il n'y a pas tellement, d'autres possibilités. Il y aura, à la limite, pour les gens qui voudront vraiment assainir leur vie et leur corps et leur psychisme, enfin bref, il y aura des moyens qui leur seront offerts pour les aider. Mais ils devront quand même faire l'effort de se passer de ça. Hein. Les gens qui seront trop faibles pour essayer d'aller au-delà de leur limitation à ce niveau ne pourront pas se maintenir, obligatoirement pas. Ça ne marchera pas. Là, il va falloir faire preuve de force intérieure, de combativité et vaincre. Mais de toute façon, il y a plein de gens qui sont dépendants de plein de choses. Hein. Il y a des gens qui sont dépendants des jeux vidéo, qui sont dépendants d'Internet, du smartphone, qui sont dépendants de leurs petits copains ou leurs copines. Des gens qui sont je sais pas moi, dépendants de leur voiture, c'est bête à dire, hein, mais ils vont à culte à leur voiture, hein, et, voilà.
il y a plein de sortes d'addictions, et de toute façon, il va falloir s'affranchir de toutes ces formes de limitation-là. Le paradigme suivant est le paradigme de gens libres, pas de gens qui sont esclaves, même pas d'eux-mêmes ou de leurs pulsions, de leurs envies, de leurs besoins, soi-disant. Voilà, donc ce sera valable pour tout le monde, ça. C'est une logique qui sera absolument valable pour tout le monde. Et chacun devra faire preuve de combativité par rapport à ça, pour être sûr d'être vraiment, véritablement dans les clous et de pouvoir se maintenir. Beaucoup y arriveront, mais tous n'y arriveront pas, ça c'est un fait. Il n'y a pas énormément de conseils à donner. Je dirais, aide-toi et le ciel t'aidera. Quelque part, c'est ça. Bon, le ciel, il sera plus question à ce niveau-là. Le ciel sera sur terre, si je puis dire. Mais, donc la solution, les solutions, les propositions d'aide existeront, elles seront là. Hein. Personne ne sera rejeté par rapport à ce qu'il manifestera ou ses problèmes. Mais il va falloir faire au moins 50% si ce n'est plus, hein, au moins 50% du travail. L'assistance sera là, mais rien ne sera fait à la place de ce déploiement de force et de volonté. Ça, c'est vraiment la chose qui sera absolument indispensable. C'est ce qui tiendra l'âge de diamant. Rendez-vous compte, on ne peut pas faire sans. Même des gens qui n'ont pas d'addiction, admettons qu'il y en a quand même beaucoup, hein, qui ne sont pas addicts à quoi que ce soit. Ces gens-là, des gens comme vous et vous, devront malgré tout, travailler cette force intérieure, cette volonté, cette niaque de vivre dans la joie, dans l'enthousiasme, hein, il n'y a pas de problème, ils seront portés, hein, ça c'est sûr que le climat paradigmatique sera complètement porteur, mais n'empêche, il faudra le faire quand même. Et ce sera pareil pour tout le monde, ce sera peut-être plus difficile pour les gens qui sont victimes d'une addiction, ça peut-être, effectivement. Mais ce sera pareil pour tout le monde. Et de toute façon, chacun à sa mesure sera mis en face de ses propres responsabilités de co-participants, co-bâtisseurs de ce diamant. Des gens qui sont qui se poseront en parasites, auront fourré, en profitent de tout, puis va te faire plus neuf. Je dis pas qu'ils seront pas autorisés à essayer de vivre ça. En l'occurrence, ils en auront les moyens, mais tout leur sera montré pour que ils puissent prendre conscience de l'importance de cette coparticipation. Ça, ce sera vraiment mis au cœur même de la vie de tout un chacun. Être une pièce essentielle du rouage, parce que ce sera le monde de tout le monde, et non pas le monde d'un système auquel il faudra se greffer et se conformer pour avoir le droit d'exister. Ça, c'est le monde d'hier, dont aujourd'hui est encore un petit peu teinté, un peu beaucoup. Mais le monde de demain n'aura rien à voir avec ça, rien à voir. Bon voilà, les gens pourront faire l'expérience de ne rien faire pour voir. Mais si ça devient véritablement une culture de la paresse, là ça va poser un problème. Ça va poser. À partir du moment où les gens vont se retrouver face à l'évidence qu'il faut co-participer, il faut être entreprenant, il faut être vivant dans cette histoire-là, s'ils commencent à s'autodétruire par inaction, là ils ne pourront pas se maintenir non plus. Ce n'est pas une punition qui va tomber, ils vont entrer en conflit avec ces énergies-là, ils vont entrer en opposition, et forcément, leur énergie à eux ne pourra pas gagner contre les énergies du paradigme, bien évidemment. Donc le problème va se poser à ce niveau-là. Mais les gens qui seront combatifs, il y en a énormément, trouveront les ressources dans le nouveau paradigme pour se vaincre leurs propres limitations, ce qu'ils ne pourraient pas faire dans l'ancien. Même avec la meilleure volonté du monde. Donc la chance est donnée à tout le monde. Ça c'est intéressant par contre comme précision parce que on l'avait jamais évoqué et je trouve intéressant quand même de considérer que le paradigme en soi, bien qu'il soit exigeant, est lui-même porteur pour permettre aux gens qui en ont envie de se dépasser, ce que de toute façon ils n'auraient pas pu faire dans le paradigme précédent. Ça c'est quand même c'est pas mal vu sous cet angle-là. C'est quand même étonnant, c'est autre chose. Hein. C'est clair que c'est tout à fait autre chose que le monde duquel vous sortez. Hein. Ça, c'est absolument évident. Et c'est absolument central. C'est central. À partir du moment où quelqu'un est vraiment dans la bonne volonté, mais qu'il ne peut pas, il se fera quasiment porter par le paradigme jusqu'à ce qu'il en soit capable. Et plus il en sera capable, plus léger se fera l'accompagnement du paradigme pour lui permettre de voler de ses propres ailes, finalement. Voilà. Par contre, la personne qui vivrait ça et qui en profiterait ou essayerait d'en profiter pour ne rien faire, là, du coup,
L'aide, elle lâchera, il tombera. Vous voyez, tout est là-dedans. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bah, pour le coup, ben voilà, vous avez votre réponse. En espérant qu'elle vous satisfasse. Alors, intervenant suivant, Serge de Montréal. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Alors aujourd'hui, Serge nous demande ceci. Il nous est très souvent transmis par plusieurs, voire des centaines de canalisations, en canalisation donc, que nous les humains, nous sommes d'origine, lumière, divin, souverain, amour. Qu'en pensez-vous? Merci. Eh bien, en l'occurrence, que ces canalisations soient sincères, soient effectives, ou qu'ils soient à l'heure, bon, le message en soi, il est exact, effectivement. Mais là où je trouve là où je trouve que le bas blesse, c'est quand on dit les humains sont d'origine divine, souveraine, amour, etc. Par rapport à une forme d'absolu, de Dieu, et de tout ça. En fait, il n'y a pas, enfin je veux dire, c'est l'évidence même, il n'y a pas de séparation entre les choses. L'être humain est l'aboutissement de l'évolution des règnes de la nature, c'est-à-dire du phénomène de la conscience de l'âme qui naît dans le minéral pour finir en traversant tous les règnes, arrive donc au stade humain qui s'affine jusqu'au moment où il y a cette possibilité d'échapper aux limitations de la nature humaine et passer à autre chose, à cette nature humaine divinisée en fait, au-delà de laquelle il y a encore la conscience absolue, la conscience du tout. Alors, que l'humanité soit d'origine divine, c'est un peu normal, mais tout est d'origine divine. Prenez un chien en peluche, il est d'origine divine. Il est fait à partir de choses qui ont été créées à partir d'étoiles, qui est un phénomène qui est naturel, dû à des énergies extrêmement puissantes, des énergies créatrices, qui trouvent leur fondement dans l'amour-force de l'absolu. Tout vient de l'absolu, tout est d'origine lumineuse. À part, évidemment, les armes qui ont été créées par l'antidieu. Alors ça, c'est encore tout à fait différent. Enfin bon, là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment une grosse erreur dans le programme, si je puis dire. C'est vraiment un virus, quelque chose qui s'est inséré, qui n'aurait pas dû. Mais, disons, dans un processus complètement naturel, oui, évidemment, mais il n'y a même pas besoin d'en faire une révélation. Tellement c'est évident. C'est évident. L'absolu, c'est le tout. Vous n'échappez pas au tout, vous y êtes inclus. Donc forcément, vous procédez de l'absolu. Là, il s'agit simplement, avec ce phénomène d'évolution de la conscience, de revenir vers la conscience du tout, qui est la conscience de l'absolu. Alors qu'il soit nécessaire de vous éveiller, à éveiller l'humanité à cette conscience-là, je suis tout à fait d'accord. Mais donner ça comme une révélation, quelque chose d'entièrement nouveau et tout à fait original, c'est ridicule. C'est ridicule. Enfin, ceci dit, c'est quand même effectivement vrai. Ça, là, c'est indubitablement vrai. On peut pas... non, il n'y a pas à tergiverser. C'est fondamentalement vrai. La nature humaine, mais pas que. Mais entre autres, puisque bon, la question porte sur la nature humaine, elle est effectivement d'origine divine, d'origine suprême, on va dire, d'origine absolue, clairement. Bah, ça a effectivement le mérite d'être clair pour le coup. Alors, deuxième question de Serge. Qu'en est-il des ovnis bien souvent vus sur YouTube ou même déclassifiés de la NASA? Merci. Vous savez, les déclassifications de la NASA déclassifie en fonction de ce qui l'arrange aussi. Hein. La NASA, c'est complètement l'ennemi. Enfin, oui, ça l'est. Ils sont dans une logique bien particulière et eux, leur objectif, c'est quand même de faire en sorte que le plan de l'ennemi puisse fonctionner. Eux ont une part quand même relativement importante. Elle s'est accrue ces derniers temps parce que le projet Bluebeam a beaucoup fleuri. Enfin, ils ont énormément travaillé là-dessus. Qu'il ait été un échec, bon, c'est pas un problème. Le fait est que la NASA est quand même très liée à l'observation de l'espace puisque c'est sa vocation. Et forcément, ils sont intervenus énormément sur énormément de secteurs liés à ce projet Bluebeam en l'occurrence. C'est comme les photos de Mars, par exemple, qui n'ont jamais été prises de Mars. Alors, l'homme est allé sur Mars via des portes, mais pas avec des modules. Les modules, ils sont sur Terre, il faut croire que c'est sur Mars. Sur Mars, la Terre est relativement rougeâtre parce qu'il y a une quantité de fer absolument énorme, et le ciel est bleu. Il n'a jamais été rose, orangé, ou rougeâtre, jamais, sous aucune forme, ni maintenant, ni avant.
Donc voilà, à partir du moment où on vous présente des photos de Mars, c'est un ciel rose. Voilà, comme ça on est sûr qu'on est sur Mars. Mais non, c'est complètement ridicule. Donc voilà, alors les déclassifications, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Maintenant, je vous dis, il y a énormément d'images qui circulent pour accréditer, pour préparer les esprits à cette invasion extraterrestre qui constitue le cœur du Bluebeam. Alors c'est pour ça, mais quitte à les créer eux-mêmes, quitte à faire appel à des technologies du cinéma pour créer ex nihilo un engin spatial, ou ben oui, enfin donc projeter même l'image à la limite via des systèmes holographiques, comme ils sont capables d'en produire. On a parlé avec l'apparition de villes qui est passée dans le ciel, dans les nuages en Chine par exemple, ou alors cette vidéo d'une espèce d'ange qui sort des nuages dans un bruit de tonnerre. Enfin, tout ça c'est du Bluebeam, voilà, ce sont des tests qui ont été effectués, les trompettes de l'apocalypse et tout ça. C'est difficile de sortir le vrai du faux de cette histoire-là. Je vous dis, à partir du moment où les civilisations extraterrestres vont et viennent, elles viennent à partir de portes. Elle est rare quand même, la technologie qui permet d'induire une porte dans l'espace et passer au travers. Créer un trou de verre, c'est une énergie colossale. Il y a des civilisations qui en sont capables, hein, sont quand même franchement rares et c'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent. Les vaisseaux spatiaux sont souvent je vous dis, des créations technologiques, soit on a aussi le vaisseau spatial sur la technologie apportée par les extraterrestres qui sont venus ici des exocivilisations, qui ont échangé une part de leur connaissance en contrepartie de gemmes ou d'êtres humains. Voilà. On en a parlé aussi de ça. Et donc les États-Unis en l'occurrence, puisque c'est eux qui prennent la main sur tout, ont créé des engins avec leur technologie à eux, mais sur base des révélations faites par les exocivilisations qui leur ont apporté les connaissances en rapport. Je prends l'exemple du transistor, le micro-transistor. C'est quelque chose, c'est un apport technologique extraterrestre. Avant, on avait les ampoules, les grosses radios avec des ampoules. On n'a pas trouvé le transistor. C'est quelque chose qui a été apporté par une civilisation extraterrestre. Du jour au lendemain, ça a tout miniaturisé. Ça a permis de créer une envolée au niveau électronique, par exemple. Bon voilà. Cette avancée technologique a été rendue possible grâce à des apports technologiques extraterrestres. Ensuite, les apports ont été beaucoup plus importants, et là, l'ennemi s'est dit, bon, on va tout garder pour nous, on va laisser les autres dans leur surnager dans leur vague connaissance de trucs, et puis on va leur dire qu'on ne sait pas plus, alors qu'en fait, c'était faux. Alors évidemment, à partir de là, les cartes sont brouillées. On peut pas affirmer qu'une chose soit vraie ou non. On voit un document, on le voit de ses yeux vus dans le ciel, on voit un engin qui passe, mais vous n'êtes absolument pas certain que ce que vous voyez est réel. Ça peut être simplement un effet de projection d'hologramme. En général, l'énergie est fournie par un accélérateur de particules. Il est relativement rare qu'il y ait ce genre de phénomène hors de portée d'un accélérateur de particules qui va très loin quand même, des milliers de kilomètres, mais quand même, disons, si potentiellement un coin est hors de portée d'un accélérateur de particules, quelque chose, une technologie équivalente, vous ne pouvez pas voir ce phénomène. Donc voilà, maintenant, les ovnis, les vaisseaux spatiaux, c'est moyen. Des allées et venues de civilisations extraterrestres, ça, sans aucun problème, effectivement, mais pas par engin spatial. Ça, franchement. Donc voilà, bon, je rappelle, hein, YouTube est ennemi, hein, complètement. C'est pas parce qu'on est dessus que c'est clean. Donc voilà, il suffit que l'ennemi veuille faire passer quelque chose, bon bah il le fait promouvoir par YouTube, générer des millions de vues, soi-disant posté par quelqu'un, en fait le quelqu'un soit existe, il travaille pour eux, soit il n'existe pas, ils prennent un profil au hasard. C'est facile de monter des profils qui sont extrêmement populaires, avec des milliers d'amis. Tout ça, ce sont des algorithmes qui peuvent générer
des amis virtuels et faire en sorte que même partager des amis avec des gens tout à fait authentiques qui croient que ce sont des gens, mais en fait non, ce sont des comptes virtuels. Enfin, vous voyez, il y a tellement de faux dans toute cette histoire, c'est quand même extrêmement difficile d'en tirer le vrai du faux finalement. Enfin voilà, il n'y a pas tellement grand chose de plus à dire à ce sujet-là. Non, mais voilà. Depuis vraiment quasiment 10 ans maintenant, tout ce qui est relatif aux civilisations extraterrestres est lié au plan Bluebeam. Obligatoirement. Il est vrai que ça a été omniprésent, ça, au niveau médiatique, médias alternatifs. La préparation des esprits à l'invasion extraterrestre était absolument indispensable de manière à pouvoir permettre cette réalité-là. Donc forcément, ils ont déployé des efforts colossaux dans ce sens. Bon, ben voilà, pour votre question, Serge. Alors, une suggestion, les canalisations transmises. Je suppose que c'est rendre public les canalisations que nous serions susceptibles de pouvoir réaliser. Alors là, oui, je dirais que il y en a eu à un moment donné, puisque le blog qui est le nôtre actuellement, hein, avant c'était donc les publications de la Société des Arcalchimistes, ce blog publiait régulièrement des rapports de canalisation. Bon, ça a eu un impact relativement mineur, mais c'est normal, hein, c'était du pur authentique, ça c'était pas influencé par l'ennemi, donc forcément les gens ne sont pas intéressés. C'est ça le problème, c'est toujours, c'est pas la peine de faire des choses qui n'intéressent pas les gens. Bon, c'est pas pour dire, mais regardez les vidéos podcast, ça sert nos intérêts qu'il y ait peu d'audience. Je l'ai dit, hein, si on avait une audience de fou maintenant, tout d'un coup, on serait obligé de tout arrêter du jour au lendemain. Bon, donc ça sert nos intérêts, mais toujours est-il que les gens ne sont séduits que par des choses qui viennent de l'ennemi. Quand sa vibration, sa teinte, son parfum, ce que vous voulez, les gens aiment et suivent ça. Mais à partir du moment où c'est pas ennemi, ce n'est pas intéressant, on suit pas. Voilà. Donc voilà, c'est pas tellement la peine. Et puis en plus, disons que le phénomène de canalisation, parmi dans le contexte des arcalchimistes, c'est quelque chose qui a cessé depuis 2-3 ans. Ça reprendra ensuite, mais pour l'instant, il y a une mise en pause, je dirais, de beaucoup de choses. Et en fait, c'est très synchrone avec ce qui est en train de se dérouler actuellement. Je ne dirais pas plus à ce sujet, mais bon, voilà pour la réponse. Donc après, éventuellement, pourquoi pas ? Éventuellement, pourquoi pas. Je pense qu'il y aura d'autres choses à faire, hein, quand même. Enfin, pourquoi pas. Eh ben ok pour ça. Alors, intervenant suivant, Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus. Bonjour Athéna Vénus, comme vous disiez, c'est une grande fidèle des vidéos podcasts. Ah, il en faut quand même un peu. Hein. Alors, Athéna Vénus nous demande ceci aujourd'hui. Bonjour Ilialana et au présentateur. Vous parlez continuellement de la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? C'est l'un des termes les plus difficiles à définir et qui a plusieurs sens, philosophiques et psychologiques. Est-ce que la conscience a une polarité prédéfinie ? Si oui, la prédéfinit ou qui la prédéfinit et comment la prédéfinir. Alors, la conscience, c'est vrai que ça c'est un gros morceau quand même. Eh bien, je dirais oui et non. Oui et non. La conscience est quelque chose quand même de très particulier. Je pense que c'est parce que l'on est conscient que il y a une possibilité d'existence, en fait. On dit, hein, on crée son propre avenir, on crée son destin, par la force de ses pensées, on influence les choses, les réalités, etc. Mais pour ça, pour penser, ou pour se rendre compte que, pour vouloir, pour éprouver quelque chose, il faut être conscient, obligatoirement. Donc, la conscience est quelque chose qui est fondamentalement lié au principe de réalité, un principe vaste de réalité. Donc, voilà, la conscience est quelque chose qui vous permet de vous rendre compte que vous existez. Le mental est une conscience induite, c'est une conscience qui est artificielle quelque part. C'est parce qu'il y a présence de votre conscience haute, de l'âme, qui a conscience d'elle-même, et qui est incrustée, connectée au corps, que le corps est capable d'avoir développé au départ sa conscience mentale, et cette conscience mentale, sans qu'il y ait une connexion avec une entité spirituelle, cette conscience mentale, c'est un
phénomène de conscience dont personne n'est conscient pour pouvoir en avoir conscience. Si je puis dire. C'est un peu, c'est un peu délicat à expliquer. Le problème, c'est que la langue française, bon, les autres aussi, hein, mais, le français est un peu, là, en l'occurrence, enfin, les langues, en général, sont assez faibles. Les langues mentales sont faibles pour exprimer quelque chose dans ce sens-là. Je comprends que ce soit un terme difficile à concevoir à partir du moment où le mental n'a pas le registre linguistique nécessaire pour l'exprimer. Si, dans la langue que vous parlez, les concepts n'existent pas, vous ne pouvez pas les concevoir. Ça, c'est aussi étonnant. C'est pour ça que l'ennemi a toujours essayé de faire en sorte de diminuer la valeur de la langue, la portée de la langue, l'ampleur et la diversité des langues, pour obliger les gens à se cantonner dans des concepts extrêmement simplistes, où seule leur activité d'esclave pouvait être satisfaite par le vocabulaire qui était à leur disposition. Ça, c'est typiquement ennemi, ça aussi. Mais alors, bon, la conscience, oui, la conscience, c'est quelque chose qui, je peux pas vous définir, les termes n'existent pas. Je peux pas vous le définir. Moi, je le ressens, mais j'aimerais vous communiquer ce que je ressens pour que vous puissiez en prendre connaissance, mais ça, je ne vais pas faire. Donc, je ne peux qu'essayer d'utiliser les mots qui sont à ma portée, à savoir que se rendre compte de quelque chose témoigne de l'activité d'une conscience. Voilà. Quelle que soit la conscience, quelle que soit sa portée, peu importe. À partir du moment où vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que il y a activité de conscience. Voilà. Et si on prend une voiture, on dit souvent, enfin, j'ai eu l'occasion d'en parler, un système extrêmement complexe, une voiture très complexe en électronique, etc. Une voiture autre chose, je me dis, l'électronique c'est intéressant, mais même une voiture mécanique de l'époque. À partir du moment où on est dans un assemblage d'éléments disparates qui forment un tout cohérent, et qu'il y a au moins 3 milliards d'unités de quelque chose, eh bien, on assiste naturellement à l'émergence d'une conscience. C'est-à-dire que une vieille voiture des années 30, admettons, peut avoir développé une légère forme de prise de conscience de sa propre existence, mais extrêmement ténue. Moins que la naissance d'un minéral. Mais à partir du moment où cette conscience naît de quelque chose qui s'assemble, si cet ensemble se désagrège, alors la conscience se désagrège également. Si la voiture part à la casse et puis qu'on la détruit, ben c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, une conscience n'est pas forcément éternelle, elle est bien souvent éphémère. La conscience mentale est une conscience éphémère. La peur de la mort, c'est ça aussi, c'est rester vissé sur le mental en refusant d'admettre qu'il puisse y avoir autre chose que ce dont on se rend compte sur l'instant. Eh bien, on s'identifie au mental. Le mental sait qu'il va mourir, donc la personne est certaine qu'elle va mourir, ça lui fait peur, puisque le mental en a peur. Cette conscience mentale en a peur. Alors qu'une fois qu'on passe le pas, on s'aperçoit que on persiste. Ah bah tiens, c'est marrant, je suis mort et puis je suis encore là, donc sous un autre état. Voilà. Donc cette conscience, le phénomène même de la conscience est quand même très particulier, et c'est la complexité de ce qu'elle intègre qui crée sa naissance. Disons qu'une conscience minérale peut naître à condition qu'il y ait des milliards d'autres consciences minérales qui forment un tout, à partir duquel un nouvel élément de conscience va émerger. Tout seul, il ne pourrait pas. Il n'y a pas assez d'éléments. C'est pour ça qu'on parle de conscience collective, en l'occurrence. Et pour les âmes humaines naissantes dans le monde minéral, eh bien, il faut un élan évolutif pour créer la première émergence de conscience. Et ça ne se fait pas tout seul, c'est impulsé par la conscience de la planète qui, elle, se développe vu la diversité des éléments qui constituent la planète. Et grâce à ça, elle est capable d'impulser ce pouvoir-là parce qu'elle l'a reçu de l'étoile autour de laquelle elle tourne, autour de laquelle elle gravite, de manière à pouvoir créer la vie. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. Alors, il y a tellement de sortes de conscience, on ne peut pas toutes les envisager. Mais
on peut dire que ce qui est véritablement à l'origine de la conscience, c'est la complexité de la structure qui accueille cette conscience, qui automatiquement la fait naître, permet l'émergence, et qui elle-même, une fois née, peut éventuellement donner, si c'est dans ses attributions, ça n'est pas toujours, en elle-même, c'est pas possible, par exemple. Mais enfin, une conscience planétaire le peut, donner naissance à d'autres consciences, toutes petites consciences, qui vont permettre de créer un univers plus vaste, constitué de milliards de ces petites consciences, minérales en l'occurrence, pour une planète, et qui vont se développer jusqu'à devenir l'humain et devenir l'absolu. Donc il faut, pour retourner à l'absolu, l'être au départ. Si le minéral parvient à ce stade au final, en passant par le végétal, l'animal et l'humain, il faut quand même que, à la racine, il soit l'absolu. Donc la conscience planétaire est une forme issue de la conscience de l'absolu. Et pour qu'elle le soit, il faut que l'étoile autour de laquelle elle se trouve le soit aussi. Et elle, pour qu'elle le soit, il faut que la galaxie dans laquelle elle prend place le soit aussi. Et cette galaxie, d'univers en univers, etc., jusqu'au tout absolu, l'ensemble de ces univers qui constituent le tout et qui constituent la conscience de l'absolu. Et elle est à l'origine absolue de tout. Vous voyez, c'est quand même complexe, hein. Disons qu'avec des mots relativement simples, c'est l'image la plus parlante que je puisse donner, là, maintenant, comme ça. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est difficile de faire mieux, avec le bagage terminologique disponible dans la civilisation planétaire d'aujourd'hui. Et le français, la chance, est extrêmement riche par rapport à certaines autres langues, hein, pour ce genre de nuances. Enfin voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. En tout cas, c'est intéressant, il y a de quoi méditer dessus. Hein. Alors, deuxième question de Téna Vénus. Dans l'art divinatoire, comme par exemple la cartomancie, d'où viennent les messages transmis aux cartes? Souvent, les diseurs de Bonaventure, cartomanciens, sont médiums et font référence aux guides spirituels, êtres de lumière ou autres entités en tout genre lorsqu'ils transmettent une réponse à une question posée par un individu. Qui sont donc ces guides spirituels auxquels ils s'adressent? S'agit-il ici de messages soufflés par les Dvish ou bien d'autres entités dont on ignore l'existence? Maintes fois, on entend dire que nous sommes protégés par un ou plusieurs guides ou entités. Est-ce vrai? Si oui, qui sont-ils? Je vous remercie. Merci. Ouais. Alors, Iliana. Alors là, dans cette question, il y a deux éléments distincts. Il y a deux choses bien distinctes. Il y a les médiums d'un côté qui sont capables de capter des intentions sur les plans subtils, et il y a les manciens, on va dire, soit cartomanciens, cristallomanciens, et j'en passe, en fait, tout ce qui permet d'avoir accès à l'art divinatoire. Alors, dans un premier temps, je dirais que les messages transmis aux cartes, en fait, viennent uniquement de l'intuition du cartomancien. C'est-à-dire que le cartomancien, le voyant, au sens propre du terme, ou global, ou plus large, le voyant voit, mais il voit par son troisième œil. Le troisième œil, quelque part, est cette manifestation, quand il est ouvert, d'une intuition extrêmement forte. Il y a des voyants qui font ce qu'ils appellent de la voyance directe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de support. On leur pose une question, tac, ils se connectent, ils ont la réponse, c'est l'évidence, ils vous la donnent. Alors que ce soit vrai ou faux, parce qu'il y a des choses qui peuvent intervenir, des événements qui peuvent intervenir, qui biaisent le résultat. On va toujours projeter dans un futur potentiel s'il s'agit du futur. Si c'est quelque chose qui est propre au présent, forcément c'est différent, ce sera plus sûr en termes d'exactitude. Mais le voyant ne fait que voir potentiellement la réalité. Alors la réalité potentielle dans le futur, en réalité a priori correcte dans le passé, mais pas obligatoirement, vu que il y a eu récemment, il y a quelques années, des gros changements au niveau de l'aiguillage des différentes lignes de temps passées pour connecter le présent de l'humanité à un passé différent de celui qui a été vécu.
ce qui a donné l'émergence, comme on l'a déjà dit, du phénomène Mandela par exemple. Et il y a les choses, le voyant, que l'on demande, tiens, il y a quelqu'un qui a disparu, qu'est-ce qu'il est devenu, où il est, etc. Bon là, il y a intervention du pendule, éventuellement, on va difficilement tirer les cartes là-dessus, mais enfin si un voyant est capable de voyance directe, disons, sans support, voyance pure, là, il pourra trouver la réponse. Il sera automatiquement guidé. Mais toutes les informations, quelles qu'elles soient, viennent par le biais de l'intuition. Et si quelqu'un, à la limite, une triche, on va dire, pour faire simple, souffle la réponse à quelqu'un qui est sensitif, il aura la réponse. Mais même s'il ne s'agit pas d'une intuition en tant que telle, ça passera par le circuit de circulation intuitive, c'est-à-dire un certain nombre de centres nerveux qui sont consacrés à la transmission de l'intuition captée jusqu'au lobe préfrontal et frontal pour interprétation mentale. Alors là, au niveau de l'interprétation, ça peut aussi être un peu n'importe quoi. L'information est une chose, son interprétation en est une autre. Mais toujours est-il que dans ce contexte, il y a quand même la possibilité de pouvoir avoir accès à cette information, mais toujours via le même canal, celui de l'intuition. Donc on va dire que les gens qui font de la voyance ne se font pas forcément souffler la réponse par quelqu'un qui est là, qui attend qu'un client arrive pour lui poser une question pour que lui puisse souffler la réponse. C'est parfois quelque chose, le voyant se pose la question que son client lui pose, il se connecte à cette réalité-là, il lance l'information lui revient parce qu'il est très sensitif, et disons que son mental ne fait pas interférence si le voyant est bon. Il permet comme ça de recevoir cette réponse. Alors dans les cartes, en fait, on dit que c'est un jeu de hasard. En fait, il y a effondrement quantique à partir du moment où le mental prend conscience de la réponse qui est apportée par la voie de l'intuition, mais non pas réponse mentale directe, donc comme le font les voyants sans support, mais crée un effondrement quantique sur base d'un support, que ce soit du marc de café, ça paraît ridicule comme ça, ou alors il y a la divination par le plomb dans l'eau, ou à l'époque les entrailles des animaux, enfin il y a tous les trucs dégueulasses, c'est possible, imaginables. Tout est possible, hein. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, une boîte de cure-dents, l'acheter en l'air, et puis quand ça retombe, regardez les dessins que ça fait. Il y a obligatoirement une corrélation. Il faut comprendre le langage de l'événement qui s'est effondré de cette manière et non pas d'une autre, tout simplement parce que le mental a reçu la réponse qu'il n'est pas capable d'interpréter en termes de concepts immédiatement disponibles et qui va effondrer le présent sur base d'éléments permettant une interprétation, que ce soit le tirage entre guillemets au hasard des cartes ou n'importe quel autre support, on va parler de ça parce que c'est le plus courant, et permettre ainsi de décoder ce qui est à l'origine de l'effondrement quantique du mental qui lui a la réponse mais qui n'est pas immédiatement disponible, donc qu'il a lui-même reçu par le biais de l'intuition. C'est quand même complexe comme circuit, mais en fait ça vient de ça. Alors des guides, c'est très à la mode, ça c'est très vendeur, hein. Les gens, j'ai un guide qui me guide, vous avez un guide, écoutez-moi, je vais vous apprendre à écouter vos guides, les guides, non, pas obligatoirement. Pourquoi est-ce que l'humanité a toujours le besoin de se faire guider pour aller où que ce soit? Donc, pas capable d'y aller tout seul, il faut un guide, tu prennes par la main, non, il faut apprendre à être grand maintenant, hein, et avancer. Donc, non, il n'y a pas de guide. On a mis des tiges tutélaires partout pour protéger les gens. Initialement, c'est pour les protéger, pour essayer de les inspirer un petit peu. Alors bon, oui, il y a le guide, mais c'est pas elles qui font le boulot, et c'est pas elles qui vont souffler la réponse aux médiums, ou enfin on va dire aux voyants, ou à la voyante. Non. Les gens qui sont capables de voyance le font parce qu'ils en sont capables, et puis voilà. Ils ont une finesse de réception, une possibilité d'analyse, une technique plus affirmée que le commun des mortels est capable de le faire. Mais potentiellement, n'importe qui en est capable, n'importe qui. Voilà. Donc il n'y a pas autre chose que ça.
Alors bon, parfois il arrive que les soufflent un message, effectivement. On prend le cas d'Aurore Rogier par exemple, qui édite souvent des vidéos de messages de ses guides. Évidemment, bon, elle dit ça pour pas dire autre chose, pour pas rentrer de front avec les croyances des gens, etc., pour avoir le maximum d'audience possible. Mais elle est honnête dans ce qu'elle fait et elle reçoit des messages qui viennent généralement de nous parce qu'elle est très attentive à ce que nous disons. Elle est sensible à ça, à l'énergie de la Twitch, donc elle y est attentive, donc on en profite, on peut faire passer des choses, parce que son audience est pas mauvaise, ça permet d'aiguiller aussi les gens, alors c'est un peu d'opportunisme de notre part, mais on n'est pas là pour alimenter les voyants et choses comme ça, non, ça, c'est ce dont les gens sont capables, ils en sont capables par eux-mêmes, uniquement par eux-mêmes, c'est très bien comme ça. Voilà. Euh, bon, être protégé, ça c'est autre chose. On n'est plus dans la voyance, là, hein. Évidemment, évidemment. Maintenant, oui, les âmes sont protégées grâce au Déchuter. Bon, mais c'est encore différent, quoi. En âge de fer, il y avait plus d'entités opportunistes aussi, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, euh, mues par l'intérêt qu'elles pouvaient en récolter qu'autre chose, hein. Et, bon, la protection, bof, hein. Alors si on pouvait, si on faisait la magie noire, on peut se demander à un démon de vous protéger éventuellement. Bon, oui, ça pouvait potentiellement marcher, mais c'était à haut risque hein, quand même, parce que au moindre élément que le démon qui était mobilisé, au moindre élément qui est susceptible de lui profiter sans vous, il vous sacrifie pour pouvoir en profiter. Hein. Donc bon, voilà. Bon, il arrivait de tout. Il est arrivé absolument de tout. Et là, d'aujourd'hui, la protection des âmes est assurée par la Prakasalamoka subtile, évidemment. Alors quant à recevoir des messages de voyants ou de guides ou des choses comme ça, faut voir. Hein. Il y a à boire et à manger dans l'histoire. C'est pas pas toujours c'est évident. Et pendant des années, enfin maintenant ce n'est plus le cas, ça a enfin été enrayé, mais pendant des années, il y a l'élite des bouddhistes de Bonpo qui distillaient sur la Terre entière, au niveau de l'ensemble des médiums de la Terre, les mêmes images force pour que tous se mettent d'accord, dire, ah bah, on pense tous, on voit tous la même chose, donc c'est forcément la réalité. Et ça permettait de complètement piéger le jeu. Et en donnant l'audience aux gens qui se faisaient les plus hauts porte-voix de cette arnaque-là, finalement, du coup, ils étaient rétribués d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que karmiquement, pour avoir encore plus d'audience et se faire les vecteurs pourtant sincères de la dérive de l'humanité. Je vous dis, on a vu absolument de tout. Là, bon, en l'occurrence, bon, ça n'a vraiment rien à voir avec la divination. Enfin, disons que, voilà, on est dans cette configuration-là actuellement. Eh ben, merci Eliana pour cette longue explication tout de même. Alors, Athénévanus nous dit ceci. Nous avons pu obtenir avec les efforts et l'aide du présentateur un aperçu de la voix sans voile d'Iliana. Oui, et puis on le paye maintenant. Je sens la rencontre en majuscule venir à grands pas. Moi, je peux vous dire que vous sentez extrêmement bien. Il a vraiment, vraiment, vraiment plu pour longtemps. On est au seuil, alors préparez-vous. Préparez-vous. Et ben voilà, comme d'habitude, une femme avertie en vaut 4. Alors, dernier intervenant, Nicolas, pour la dernière question de cette vidéo podcast, numéro 50... je sais jamais, 52, 53 52. Heureusement que je suis pour vous. Hein. Ah oui, heureusement que vous êtes là, Iliana, vous savez bien. Alors, donc, question de Nicolas. Bonjour à vous deux. Il y a une dizaine d'années, j'étais chez moi, dehors. Je ne faisais rien de particulier lorsque, tout d'un coup, une voix chaleureuse, bienveillante et réconfortante se fit entendre à 5 mètres au-dessus de moi et dit juste mon prénom. En disant mon prénom, j'ai pu ressentir, dans son énergie et sa vibration, un sous-message qui disait « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer ». J'ai toujours pensé que c'était Marie, forcément. Mais aujourd'hui, connaissant l'existence des Dvish, se pourrait-il que ce soit l'une d'entre vous? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Voilà. Nicolas, je suis désolé, mais je suis incapable de répondre à cette question-là. Je n'en sais absolument rien. Une dizaine d'années,
À la limite, ça pourrait. Un peu plus, non, difficilement. Mais tout juste. Tout juste, ça pourrait. Mais ça peut être plein de choses. Pas obligé que ce soit des dish, hein. Ça peut être l'absolu en vous, mais dans sa déclinaison féminine. Pourquoi pas? C'est une possibilité, hein. Ou alors, ça peut être une conscience que vous avez connue dans des incarnations précédentes dont vous ne vous souvenez plus, qui vous soit proche, qui soit là et qui ait la possibilité potentiellement de vous donner un petit coup de courage en vous parlant. Ça peut être plein de choses. Pas obligatoirement une vie, ni tout à l'heure ni une autre. Ça peut, mais pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Quant à Marie, ça c'est un concept religieux qui n'a pas véritablement d'existence. En tout cas pas il y a, non, il y a 10 ans. Quoique. Disons que ce concept religieux-là a permis à énormément de conscience féminine, relativement haut placée sur les plans subtils, de prendre des parts, comme on prendrait une part de marché, on achèterait on en a les moyens, on achetait des parts, des actions dans une entreprise, donc on représente soi-même un porteur d'une petite part de l'entreprise. Ben là c'est pareil, quelque part, ces gens se font passer pour un concept religieux né d'une présence de l'absolu féminin à une époque qui était celle du Christ, et qui en est resté là. Et ensuite la légende ou la mythologie religieuse, comme on le dit souvent, prend le pas et crée un personnage de toute pièce extrêmement puissant, puisque tout le monde s'y réfère. Et là il y a plein d'entités qui se jettent là-dessus, qui vont avoir une part, un morceau pour pouvoir vivre de ça, et faire fortune sur les plans subtils. Toujours, il ne s'agit pas d'argent bien sûr, mais d'énergie psychique. C'est de s'emparer de ça pour pouvoir avoir leur part de gâteau de cette histoire-là. Donc la Vierge Marie et compagnie, ça veut absolument rien dire, il n'y a rien derrière. Ça fait référence à un concept qui échappe complètement à la véritable identité de celle qui était Marie à l'époque. Donc là, forcément pas. Alors, est-ce que ça pourrait être quelqu'un comme ça? Vu l'époque, je ne pense pas. C'est quand même difficile. Mais bon, après, je me dis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe qui. Bon, apparemment bienveillant, hein, sans problème avec ça. Mais pour assurer qu'il s'agit d'une dish, pourquoi pas, je vous dis. Pourquoi pas, mais je suis incapable de le déterminer comme ça, c'est pas possible. Oui, c'est quand même difficile, hein. En tout cas, Liana a quand même le mérite de l'honnêteté. Elle va dire oui, bien sûr, nous, ce sont des biches. Non, quand elles savent pas, ou quand c'est pas le cas, elles le disent. Enfin voilà, les amis, merci pour votre écoute attentive et votre écoute indulgente par rapport aux déboires techniques qui sont les nôtres actuellement. Cette vidéo podcast numéro 52, merci Eliana, est déjà terminée. Merci à vous Eliana, merci pour votre présence comme d'habitude, et encore félicitations pour votre accès au grade de vice-général. Franchement, ça fait plaisir, c'est impressionnant. Ah oui, impressionnant, vraiment. Bon, je suis contente parce que ça ouvre un champ de possibilités qui m'était fermé jusqu'à présent, et là franchement c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que depuis que je fais avec vous ces enregistrements de vidéo podcast, il m'est arrivé plein de choses, alors qu'avant il m'arrivait jamais rien quelque part, pas grand chose, toujours la même chose. Là c'est vraiment, ça a eu un phénomène dynamisant, de folie, c'est extraordinaire. Enfin, je pense que je vous le dis un petit peu aussi. Merci beaucoup. Moi, quelle idée, je rien fait. Eh ben, écoutez, je suis vraiment heureux que vous en soyez satisfaite, et je suis certain que la Prakandasenemuka et l'humanité pour laquelle vous travaillez, l'arrache-pied, ne pourront que s'en féliciter. Voilà les amis, eh bien si cette vidéo numéro 52 déjà vous a plu, eh bien je vous invite à la liker et la partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier comme vous le faites vous-même. Les commentaires sont modérés mais ouverts comme d'habitude, alors laissez-y vos remarques, éventuellement passez un petit bonjour, et puis ça fera toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser à la Prakandasenemuka ou à Iliana personnellement, eh bien un général Iliana maintenant, eh bien je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questions afin de nous les transmettre. Si vous avez des suggestions, en revanche, des remarques ou des témoignages, ou
des questions éventuellement aussi, pourquoi pas, à poser, eh bien vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakanda Moka à l'adresse forum.prakanda.org ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket et avoir une réponse confidentielle bien sûr à l'adresse contact.prakanda.org. Et bien sur ce, je vous salue bien bas, je vous donne rendez-vous à jeudi en vous souhaitant une excellente semaine. Merci Eliana, merci à ceux qui nous auront des questions. À vous aussi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite de nos aventures, en sachant que de toute façon d'ici là, eh bien forcément nos problèmes ne seront pas résolus, techniques en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, on fait contre mauvaise fortune, donc hein. Je vous attends au rendez-vous, évidemment fidèle comme d'habitude. Il n'y a aucun problème de mon côté, vous pouvez compter sur moi. Je serai là, évidemment. Ah ben voilà, c'est l'essentiel. Allez, merci les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à jeudi. Allez, bye bye. Au revoir à tous.